Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes travaux de thèse qui s'intitule Modélisation mathématique, simulation numérique et application en tomographie optique chez l'enfant prématuré, sous la direction de Stéphanie Salmon et Stéphanie Laurangel au laboratoire de mathématiques de Reims. J'arrive pas. Je sais pas, j'arrive pas à passer les slides. Tu te mets en mode présentation peut-être? Oui. Ma thèse a été proposée dans le cadre d'un projet à Maya. Le coordinateur, c'est François Rousseau. Mes travaux de thèse portent sur la modélisation d'une méthode d'imagerie médicale qui est la tomographie optique diffuse de l'approche infrarouge par une approche mathématique problème direct pour détecter et localiser les anomalies cérébrales chez les prématurés et les reconstruire avec une autre approche mathématique problème inverse à partir des données sur le bord. Voici le plan que je vais suivre durant ma présentation. Je vais commencer par une introduction générale. Ensuite, je vais vous présenter le problème direct de la tomographie optique. Après, le problème inverse associé et je vais conclure par une conclusion et perspective. La tomographie optique diffuse est une méthode d'imagerie médicale basée sur l'absorption de la lumière de l'échelle proche infrarouge des tissus biologiques pour détecter et caractériser des différentes tumeurs cérébrales et d'autres lésions du tissu. C'est une modalité non invasive, non irradiante. On peut la mettre au lit du patient, ce qui la rend bien adaptée dans l'imagerie chez les enfants prématurés. Elle nécessite le port d'un casque ou un appareil qui contient des sources pour injecter de la lumière et des détecteurs pour mesurer la quantité de la lumière qui arrive après son passage des différents tissus de la tête. La tomographie optique nécessite la résolution de deux problèmes, problème direct et problème inverse. Le problème direct de la TOD est donné par l'équation de diffusion suivante avec la condition aux limites de Robin. Cette équation de diffusion est une approximation de l'équation de transfert radiatif. Ce problème direct consiste à déterminer la densité du photon, qui est une quantité complexe, en connaissant les autres paramètres de milieu, coefficient de diffusion kappa et coefficient d'absorption mu-a et la source lumineuse. Avant de présenter les résultats numériques, je vais vous présenter le cadre d'étude. Nous avons utilisé la méthode des éléments finis en 2D et en 3D implémentée dans FreeFrame++. Nous avons modélisé la tête d'un nouveau-né par un disque en 2D et une boule en 3D de rayon 60 mm avec 4 couches concentriques. Donc, le scalp, le crâne, le liquide cérébrospinal et le MGB qui représente le cerveau. C'est la matière grise et la matière blanche. Nous avons fixé la fréquence à 10 à la puissance 8 Hz. Pour les propriétés optiques de chaque couche, donc là, elles sont présentées dans le tableau suivant. Donc, deuxième colonne représente le mu-A et après le mu-S'. Donc là, nous constatons que dans toutes les couches, le coefficient de mu-A est petit devant le coefficient de mu-S'. Donc là, nous constatons que la condition de la validité de l'équation de diffusion a été validée. La quatrième colonne représente le rapport entre le coefficient d'absorption et le coefficient de diffraction réduite. Et là, nous constatons qu'au niveau de la troisième couche LCS, que ce coefficient est plus grand par rapport aux autres couches. Et cela va poser des problèmes lors de la propagation de la lumière dans les autres couches. Pour la source, nous avons choisi une source isotrope ponctuelle, donc profil gaussien, placée à une distance 1 sur mu-S' de la surface sur un point du maillage. Donc, la source est donnée par l'expression suivante. L'image suivante représente la direction des photons et la position de la source. Donc, la distance L représente le libre parcours moyen de transport du photon. C'est à partir de cette distance, les photons perdent la mémoire de ces directions initiales et deviennent isotropes. Pour les simulations, nous avons commencé d'étudier la propagation de la lumière dans un milieu homogène, éclairé par une seule source, placée à ce niveau-là. Puisque notre solution est complexe, nous avons présenté l'argument et le module.
Pour le modèle, nous avons présenté le résultat de l'échelle logarithmique parce que notre solution est très petite. Donc là, nous constatons que la lumière se propage dans tout le domaine avec une intensité qui diminue par rapport à la distance à la source. Mais ce qui nous intéresse de notre travail, c'est de regarder l'observable qui représente la solution sur le bord. Donc là, nous avons représenté la solution sur le bord sur 0,2 pi. Donc là, nous avons déplié le bord. La source se trouve à 0. Donc là, nous constatons que plus on est loin de la source, plus la solution est petite. Et plus la solution est petite. Ensuite, nous avons changé notre géométrie. Nous avons ajouté une inclusion plus absorbante et plus diffractante. Et nous avons tracé la solution sur le bord. Donc, la courbe verte représente la solution obtenue sur ce modèle et le bleu sur le modèle homogène. Donc là, nous constatons qu'on a une irrégularité au niveau de la courbe verte. Cette irrégularité s'explique par la présence de l'inclusion. Ensuite, nous avons tracé la solution avec 4 sources différentes, donc alignées individuellement, c'est-à-dire nous avons résolu 4 problèmes et nous avons tracé la solution sur le bord. Donc là, nous constatons que pour les sources loin de l'inclusion, c'est le cas de la source rouge et verte. Donc là, on voit bien qu'on a des pics ou des signes qui s'expliquent par la présence de l'inclusion. Par contre, quand on est proche de la source, donc là, on ne voit rien. Donc, l'analyse de ces figures montre qu'il faut utiliser plusieurs sources pour pouvoir détecter et localiser les inclusions et reconstruire avec un problème inverse. Ensuite, pour la localisation des inclusions, nous avons placé une inclusion dans 2 endroits différents, donc proche de la source et loin de la source, et nous avons tracé le champ perturbé. Donc, le champ perturbé qui représente la différence entre la solution obtenue avec inclusion et sans inclusion. Et là, nous constatons qu'on a un lien entre le max de la courbe et le centre de l'inclusion projeté sur le bord. Donc, les points rouges représentent les centres de l'inclusion. Et aussi, nous remarquons que plus on est loin de la source, plus la valeur atteinte par le maximum de la courbe proche du centre projeté de l'inclusion. Après, nous avons refait les mêmes simulations en 3D sur une sphère qui peut être présentée sur une image 2D à l'aide de la projection équirectangulaire. Donc, l'avantage d'utiliser ces techniques est de présenter la sphère en entier. Et là, nous constatons que pour des inclusions proches de la source, donc là, une seule inclusion, deux inclusions, donc là, nous constatons que les résultats ne sont pas interprétables. Par contre, quand on est loin de la source, nous constatons que on a des tâches qui entourent le centre de l'inclusion, des inclusions projetées sur le bord. Donc, l'analyse de ces figures montre que le problème direct donne des informations sur la présence ou non de l'inclusion, donc sur un maillage homogène. Ensuite, nous avons passé à un milieu multicouche, donc 4 couches. L'image suivante représente la tête d'un nouveau-né, d'un bébé, avec les différentes couches. Donc là, on voit bien le scalp, le liquide cérébrospinal et le ventricule. Nous avons modélisé cette image par une géométrie avec une inclusion centrale pour présenter le ventricule. Et afin d'identifier une hémorragie ultraventriculaire, nous avons remplacé le SCS par du sang. Et nous avons tracé la solution dans les 2 géométries. Et là, nous constatons qu'on a une différence visible au niveau de la propagation de la lumière dans les 2 modèles. Par contre, sur le bord, donc là, nous constatons qu'on a obtenu des courbes confondues. Donc là, nous déduisons que dans ces conditions, on ne peut pas récupérer des informations sur une inclusion centrale. Donc, le problème lié au 3e couche, le SCS. Donc là, nous remarquons que
les photons restent bloqués au niveau de la troisième couche, le SES. Donc, cette couche agit comme un guidante. Après, nous avons déplacé l'inclusion, donc loin du centre, proche de la source et loin de la source. Et nous avons tracé le champ perturbé. Là aussi, nous constatons que les résultats ne sont pas interprétables, donc soit proche de la source ou loin de la source. Nous avons remarqué qu'on a un problème lié à la troisième couche SES qui limite la propagation de la lumière de les autres couches pour identifier et localiser les inclusions. Donc, pour bien comprendre cette couche, nous avons développé un nouveau modèle qui est basé sur l'équation de diffusion qui prend en compte les trabicules de la couche de SES. Donc, l'image suivante représente la structure de la couche SES en présence des trabicules. L'image suivante représente une couche biphasée qui contient les trabicules et le SES. Donc, nous avons appliqué l'homogénéisation à cette couche biphasée pour la remplacer par une couche homogène équivalente. Donc, la stratégie utilisée est d'appliquer l'homogénéisation à l'équation de transfert radiatif pour obtenir une équation de transfert radiatif homogénéisée. Et après, nous avons appliqué l'approximation P1 pour obtenir le nouveau modèle. Nous avons remarqué que l'homogénéisation directe de l'équation de diffusion n'est pas possible, car l'homogénéisation s'applique sous l'hypothèse que le libre parcours moyen dans le milieu fond doit être petit par rapport aux longueurs des diffuseurs discrètes. Or, dans notre cas, nous avons fixé la taille des trabicules à 0,1 mm. Et le libre parcours moyen dans le SES est 31 mm. Donc, c'est le contraire. Donc, mathématiquement, la solution de l'équation de transfert radiatif, donc là, converge faiblement dans L l'infini vers L étoile, qui est solution de l'équation de transfert radiatif homogénéisée, avec les coefficients homogénéisés, donc là, qui convergent vers leur moyen. Les paramètres optiques sont recalculés par l'équation suivante. Donc, P représente la proportion des trabicules dans le SES. Nous avons recalculé ces paramètres pour 4 proportions. Donc là, nous constatons que plus la proportion augmente, plus les valeurs augmentent. Mais on reste toujours sur les conditions de la validité de l'équation de diffusion. C'est que le mu A étoile est petit devant le mu S' étoile. En comparant ces résultats, pour calculer ces paramètres, donc nous avons pris les valeurs de trabicules par des valeurs égales les valeurs du crâne. En comparant ces résultats avec le modèle classique, donc 100% SES, donc là, nous constatons que les valeurs sont beaucoup changées. Donc, par exemple, pour le kappa, donc là, nous avons passé de 9 à 1. Et pour le rapport, donc entre le coefficient d'absorption et le coefficient de diffraction réduite, donc là, nous constatons qu'on a un rapport de 10%. Ensuite, nous avons refait les mêmes simulations qui sont faites sur le modèle classique, 100% SES, mais là, avec un modèle homogénéisé avec 10% d'atrabicule de la troisième couche SES. Donc là, nous constatons qu'on a une différence à l'intérieur des domaines et sur le bord. Ensuite, nous avons essayé de localiser les inclusions proches ou loin de la source. Donc, par exemple, proche de la source, donc là, c'est 100%, donc là, c'est 100% SES, c'est le modèle classique. Là, c'est avec 10% d'atrabicule et là, avec 20% d'atrabicule. Donc là, nous constatons que les résultats sont beaucoup améliorés avec le nouveau modèle. Après,
nous avons étudié l'influence de la position de l'inclusion sur les mesures. Nous avons tracé le champ perturbé sur 3 géométries différentes par rapport à la position de l'inclusion de le cerveau. Donc là, nous constatons que plus l'inclusion est proche de la surface de cerveau, c'est la matière grise, matière blanche, MGB, plus le résultat est bon. Et plus on est loin de la surface, plus on perd l'information sur la présence de l'inclusion. Ensuite, nous avons je vais présenter le modèle réaliste d'un nouveau-né qui a été créé par Ahmed Azizoulaye au CHU d'Amiens. Le tableau suivant représente les différents éléments du maillage. L'image suivante représente une coupe de la tête d'un nouveau-né. Donc, les images suivantes sont faites avec le logiciel G-Message. L'image suivante représente les différentes couches du maillage réaliste d'un nouveau-né. Donc, on a le scalp, fontanelle. Donc, dans notre modèle, on ne prend pas en compte la fontanelle. L'image suivante représente la solution sur 2 modèles différents. Donc, 100% SCS et 90% de SCS, c'est-à-dire 10% d'atrabicule. L'image suivante représente un modèle réaliste avec les différentes couches et la position de la source. Donc là, nous constatons qu'on a une différence visible au niveau de la propagation de la lumière dans les 2 modèles. Pour la localisation des inclusions, donc là, nous avons placé une inclusion loin de la source, dans le cerveau, avec un modèle classique, donc le premier colonne. Donc là, nous constatons qu'on ne voit rien sur le bord. Donc ici, c'est le bord. Avec 10% d'atrabicule, donc là, on commence à voir des points sur le bord. Mais avec 20%, donc là, on voit bien des taches qui s'expliquent par la présence de l'inclusion. Pour une inclusion proche de la source, donc là, nous constatons, donc même avec 20% d'atrabicule, donc là, on ne voit rien sur le bord. Ensuite, nous passons au problème inverse. Donc, le problème inverse de la TOD, c'est un problème de reconstruction du paramètre. Donc, MUA, coefficient d'absorption, et kappa, coefficient de diffusion, à partir des mesures sur le bord. Nous avons utilisé un modèle homogène avec une inclusion éclairée par 4 sources individuellement. Les paramètres optiques du fond sont des paramètres proches du scalp. Pour l'inclusion, c'est multiplié fois 2. Voici les premiers résultats. Donc là, l'image suivante représente la reconstruction du MUA et kappa sans bruit, sans crème inverse. Donc, sans crème inverse, c'est-à-dire nous avons calculé les données synthétiques sur un maillage très fin et nous avons résolu le problème inverse avec un maillage un peu grossier. Donc là, avec l'image suivante, avec un couple de paramètres de régularisation. Donc, nous avons utilisé la méthode classique, c'est la méthode de Tikhonov. Donc là, avec ce paramètre, nous avons réussi à reconstruire le MUA, mais pas le kappa. Nous avons refait les mêmes simulations. Nous avons changé uniquement le paramètre de régularisation. Et là, nous avons réussi à reconstruire le kappa, mais pas le MUA. Donc, les paramètres de régularisation sont trouvés après plusieurs tests. Donc, on n'a pas une méthode directe pour les trouver. Et on n'a pas encore trouvé un couple adapté pour reconstruire les 2 paramètres simultanément. Ensuite, nous avons ajouté des bruits sur notre mesure. Et là, nous constatons que avec le même couple de paramètres, nous avons réussi à reconstruire jusqu'à 10% de bruit. Donc, soit par rapport à MUA et avec un autre paramètre, c'est pour le kappa. Donc, toujours avec le même paramètre, donc jusqu'à 10% de bruit.
Après, la reconstruction sur un modèle homogénéisé. Donc là, nous avons ajouté 4 sources. Au total, on a 8 sources. Nous avons résolu 8 problèmes. Donc, c'est un peu long par rapport à un modèle homogène. Donc là, avec ce coefficient, ce couple, nous avons réussi à reconstruire le MUA. Par contre, pour le kappa, donc là, nous avons réussi à reconstruire le kappa, mais pas avec la bonne valeur. Après la reconstruction du MUA, donc en 3D, donc nous avons réussi à reconstruire une inclusion ou 2 inclusions. Donc, nous n'avons pas réussi à reconstruire le kappa. Donc, la reconstruction du kappa, c'est moins facile que par rapport à MUA. Pour conclure, donc je vous rappelle les étapes, le travail qu'on a fait durant ces 3 ans. Donc, nous avons étudié le problème direct de la TOD en présence d'inclusion dans des différents modèles, 2D, 3D, modèles réalistes. Nous avons présenté la difficulté rencontrée en présence de SCS pour localiser ou détecter les inclusions, ce qui a amené à développer un nouveau modèle homogénéisé pour bien comprendre la couche de SCS. Nous avons présenté les premiers résultats de problèmes inverses. Pour les perspectives, donc, elles restent à améliorer le problème inverse. Donc, choisir donc le choix du paramètre, donc la reconstruction simultanément des paramètres et aussi la validation de ces résultats sur un modèle réaliste avec des données cliniques. Le couplage de la TOD avec d'autres modalités comme le EEG, donc pour laquelle des techniques de co-enregistrement sont déjà existent. Merci pour votre attention. Merci Farah. De rien. Donc, alors j'ai une question-remarque en attendant éventuellement qu'il y ait d'autres questions qui tombent dans le chat. Alors, c'est une question qui s'adresse peut-être à toutes les personnes qui, de près ou de loin, travaillent sur ce genre de modalités. Donc là, on voit finalement que c'est, d'un point de vue mathématique, c'est relativement compliqué de modéliser ces phénomènes-là. Alors, c'est non pas la mise en équation qui est la compliquée, c'est finalement la maîtrise de tous les paramètres biophysique, enfin toute la modélisation de l'objet qu'on est en train d'observer. Et on a bien vu avec le cas là, de la modélisation du CSF avec ou sans Trabecules, finalement, changeait beaucoup le résultat du modèle mathématique et donc la pertinence de ce modèle par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Donc du coup, j'ai une question, mais qui s'adresse à l'ensemble des personnes qui travaillent sur ces domaines-là. C'est qu'est-ce que ça nous dit finalement sur la capacité de ces modalités-là pour des usages en clinique, sachant que voilà, c'est des modalités qui, d'une certaine façon, perdent beaucoup d'informations ou amènent des informations qui sont de nature assez différente par rapport à ce qui se fait d'habitude. Donc voilà, la question est pour Farah, elle est plus généralement pour tous ceux qui connaissent un peu ces modalités-là. Donc n'hésitez pas à brancher votre micro si vous voulez répondre. Farah, tu réponds ou... Je n'ai pas une réponse. En fait, ça dépend de ce qu'on veut faire avec l'imagerie optique. Avec l'imagerie optique, si on veut faire de la tomographie, de l'imagerie et de la reconstruction de ce que Farah a voulu faire, c'est-à-dire d'hémorragie intraventriculaire et d'essayer de retrouver une inclusion, c'est sûr qu'on est loin de l'IRM pour l'instant. Mais il faut imaginer simplement qu'on est dans une situation de néonatologie où l'accès à l'IRM n'est pas facile et que donc du coup la moindre indication qu'on peut glaner quelque part peut avoir une importance même si la résolution spatiale n'est pas exceptionnelle. Ça, c'est pour l'imagerie optique entre guillemets structurelle, d'approche structurelle ou d'inhomogénéité. Après, il y a l'imagerie optique fonctionnelle où là, on va regarder les modifications d'absorption en fonction d'activation cérébrale. Et donc, on va faire des cartographies d'activation en fonction des différentes modifications d'absorption. Donc, dans les deux techniques d'imagerie, c'est deux choses un petit peu différentes.
je pense que de réussir à définir une zone cérébrale dans laquelle il y a une inhomogénéité, c'est vachement intéressant. Que ce soit sur les hémorragies intraventriculaires qui sont situées au centre du cerveau, encore faut-il que les photons accèdent au centre du cerveau. Mais dans tout ce qui va être accidents vasculaires cérébraux qui sont plus superficiels et donc plus accessibles normalement aux photons, c'est un intérêt vraiment réel. Donc, si j'avais ajouté quelque chose, effectivement, donc par rapport à ce que disait Fabrice, hein, c'est en fait c'est la fin. Je dirais, ce qui est intéressant là-dedans, c'est coupler ce qu'a dit Farah tout à la fin, en fait. On imagine que chacune des modalités ne va pas vous donner la réponse, elle va donner une réponse, et puis après, on va pouvoir peut-être un petit peu aller plus loin avec une autre modalité. Donc, c'est peut-être plus là que moi, je vois un peu la solution. La NIRS va pas, enfin, donc ici, la topographie optique diffuse ne répond pas à toutes les questions, mais elle donne un initial guess, quoi. Donc, on a un premier pas, et puis après, l'idée, c'est de dire, OK, ben, maintenant, je peux un peu me dire que voilà, il y a éventuellement une inclusion là, il y a un défaut ici, il se passe quelque chose ici, et je peux peut-être aller voir de façon un peu plus précise. Donc, je pense que voilà, l'idée, elle est un peu là, sur le fait de coupler et d'avoir des choses qui sont vraiment multimodales. Merci. D'autres réactions sur cette question-là? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, j'en ai pas dans le chat. Si quelqu'un veut prendre la parole, il a encore la possibilité de le faire. Non. Une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, je pense que tout le monde commence à fatiguer un petit peu. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Farah, pour cette quatrième et dernière présentation de la session. Donc, merci à l'ensemble des orateurs et l'ensemble des participants pour les présentations et les échanges qui étaient vraiment très intéressants.